Yes, bien le bonjour, cryptophile, investisseurs, ingénieurs, agriculteurs modernes. Je vous souhaite avant toute chose une très belle et nouvelle semaine. Un bon lundi pascalien, moment de partage à passer avec la famille, les proches. C'est des moments privilégiés, intemporels, a fortiori avec un marché qui ne nous dit pas grand-chose, voire pratiquement rien. Donc, c'est le moment de mettre son focus sur les éléments importants et les compartiments essentiels dans notre vie. Donc, allez, je suis content, je suis ravi de pouvoir partager encore un petit moment avec vous. Ça va durer 10-15 minutes. On va faire un petit point sur le marché, justement. Où en sommes-nous? Parce qu'on a toutes les. Ça part un petit peu dans tous les sens au niveau des prismes de lecture, ce qu'on entend sur les médias, les réseaux sociaux, etc. Je vais vous donner le mien. Hein. Essayer de faire en sorte de regrouper des statistiques parce que le trading, c'est quoi? On n'a pas de boule de cristal, on ne prédit jamais l'avenir. On peut l'anticiper de temps en temps, mais c'est de la statistique, c'est de la probabilité. Donc, on va voir pourquoi, peut-être, d'après moi, je pense qu'on en est là plutôt que là. Et puis, surtout, essayer d'avancer ensemble, surtout quand on a un marché où la volatilité est complètement écrasée depuis quelques semaines et ça s'accélère, en fait. C'est-à-dire, on n'est ni baissier ni haussier, c'est qu'on est sur un marché horizontal terriblement ennuyeux. Je pense même que les indices, c'est pareil. Je pense même que je vais me remettre sur les actions américaines, où là, curieusement, il se passe un peu plus de choses. Donc, en tout cas, ça, c'est des petits points, c'est des épiphénomènes, des points factuels. Je vais vous montrer d'ailleurs mon t-shirt, parce que je l'ai revêtu volontairement à dessein aujourd'hui. Je recule un petit peu. Est-ce qu'on le voit bien? Alors, on voit un taureau, on appelle ça en anglais bull market, ça veut dire marché haussier. Là, c'est un ours, bear market, marché baissier. Et là, on a le Bitcoin, le protocole Bitcoin, qui est le protocole blockchain le plus décentralisé, le plus résistant pour l'instant à l'épreuve du temps, avec maintenant Ethereum qui est arrivé un petit peu après. C'est pour ça qu'on traite face à eux. Et l'idée, c'est vous voyez, state of mind, donc ça veut dire état d'esprit en anglais. Le plus important, ce n'est même pas la tendance du marché, c'est notre psychologie. Pourquoi on investit en Bitcoin? Qu'est-ce qu'on a compris derrière ce protocole-là? Pourquoi il faut en accumuler? Pourquoi il reste que 10% de Bitcoin à miner sur 118 ans? Donc, il va y en avoir de moins en moins. Donc, l'offre et la demande fait qu'il va falloir, l'idéal, c'est d'en avoir de plus en plus. Il va être amené à se raréfier, comme l'Ethereum pour d'autres raisons, pour la migration pour fausset. Donc, partant de ce constat-là, on a même que faire en fait du marché, pour l'instant. En tout cas, à court terme, sur une poche active, sur du trading performance, c'est difficile en ce moment. Donc, là aussi, comprendre encore une fois fondamentalement qu'est-ce qui est derrière le Bitcoin. Et surtout, la psychologie, state of mind, 80% de nos résultats sont pas liés à la technique, mais à la psychologie. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. Voilà, je vais même vous faire une petite confidence. Allez, je me rapproche. Est-ce que vous êtes bullish? Est-ce que vous êtes bearish? Comme je disais tout à l'heure, on est sans tendance en fait. Mais même d'après moi, je vais essayer de vous montrer pour quelles raisons, encore une fois, avec des statistiques, des analogies. D'après moi, on est en bear market. Même depuis un certain temps, en fait. Hein. Mais c'est super, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que finalement, si on est en bear market, en retracement, j'aime pas ce mot bear market, bon, il faut employer les mots qui sont un peu hype, hein, parce qu'ils sont plus compris par la plupart d'entre nous. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on peut faire comme mieux. Et surtout, on va voir, je vais montrer pourquoi on est en période d'accumulation, pourquoi on est en période pourquoi il y a le cycle d'adoption qui ne cesse de croître, à l'inverse. Je vais montrer fondamentalement, rien que sur une semaine glissante, toutes les bonnes nouvelles qu'il y a sur le monde de la blockchain. Donc, tout ça doit être pris, faire des convergences avec uniquement la partie technique qui, elle, nous dit, oui, on est en bear market. Il y a plein de raisons qui l'expliquent, mais c'est un bear market qui est différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conjoncture est tellement inédite cette année qu'on ne peut même pas comparer ce cycle haussier, ce cycle tout court, avec le cycle de 2017, voire même celui de 2012-2013. Voilà, la grande différence, c'est que justement, il n'y a pas de volume, pas de volatilité, il n'y a pas d'intérêt dans le marché des cryptos actuellement, parce que, pour des raisons macroéconomiques, sanitaires maintenant un peu moins, mais surtout géopolitiques. Pourquoi vous voulez avoir envie d'investir à tout va? Puisque justement, il y a eu la relève des taux, donc on va arrêter de produire de l'argent magique tout doucement, hein, ça va pas être brutal, les banques centrales en sont conscientes, mais c'est des choses qui sont annoncées pour cette année. On a un conflit au bord de l'Union européenne, pas rien quand même. Hein. D'ailleurs, je vais vous poser la question autrement. Imaginons, j'ai une machine à remonter dans le temps,
je vous fais ce live-là, on revient en arrière, on est en décembre 2021, donc on est sorti d'un top de marché qui était en novembre sur le Bitcoin, et je vous dis, bon, les amis, je vous fais un petit zoom parce que j'ai une petite boule de cristal, et je sais que là, on est en début décembre, je sais que dans un mois, je vais vous dire ce qui va se passer. On va connaître un conflit au bord de l'Union européenne, une invasion ukrainienne par la Russie. On va connaître l'inflation galopante la plus importante depuis 40 ans. Le dollar, donc, qui perd 8,5% de sa valeur sur les 2 derniers mois. Si on enlève sur les 8,5% d'inflation, si on enlève l'énergie et les produits alimentaires, il reste encore 6,5% sur le niveau de vie. On a la relève des taux par la Banque centrale européenne qui va être multipliée par 4 sur l'année 2022. Donc, insidieusement, on va arrêter de produire l'argent magique qu'on a cessé d'émettre en permanence depuis le crash du Covid. On a le coût des matières premières qui va exploser et les chaînes de d'approvisionnement qui vont une à une se rompre les unes avec les autres. Je vous annonce tout ça. On est en décembre 2021, on sort d'un top de marché, on est encore bien bullish. Qu'est-ce que vous allez me dire? On est sur le marché le plus à risque, le marché des cryptos. Oh, qu'est-ce que tu nous dis, Manuel? Mais le Bitcoin, il va retourner à la caille, il va perdre 80% de sa valeur, je vends tout. Eh bien, regardez, tout ce que je vous ai annoncé comme rétrospectivement, parce qu'on sait que tout ça, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est tellement inédit qu'on ne peut même pas comparer ce cycle haussier, ce cycle avec les précédents. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en bear market. Je vais vous expliquer aussi techniquement pourquoi. Mais en fait, voilà, le top de marché, c'était 69 000, une mèche acheteuse, c'est pas resté longtemps. On est descendu à 32 000 en janvier avec le conflit ukrainien lors de l'annonce officielle. Puis après, là, on est entre 35 et 45 depuis 4 mois. Il a déjà perdu pratiquement 50% de sa valeur au point le plus bas de l'année 2022. Par contre, la bonne nouvelle par rapport à ce bear market, par rapport au précédent, c'est qu'en fait, les gros et les moins gros accumulent du Bitcoin, mais la différence, c'est qu'ils ne le revendent plus. Ce n'est pas une bulle. C'était une bulle en 2017 parce que le Bitcoin n'était pas adopté massivement, il était encore très incompris. C'était une bulle, moi je l'ai vécu de l'intérieur. La seule légitimité que je peux avoir d'ailleurs, c'est d'avoir vécu 6 ans dans le monde de la blockchain, donc j'ai vécu d'autres cycles haussiers. C'était beaucoup plus impressionnant et la descente était tout aussi vertigineuse. C'était une bulle. Là, maintenant, ce n'est plus une bulle, c'est une active de tendance. La preuve, c'est que le Bitcoin, avec tout ce que je viens de vous annoncer, tout ce qu'on est en train de dire maintenant, il ne bouge pas. Alors, il ne bouge pas, c'est terriblement nu et j'ai même du mal à nous envoyer des signaux parce que je trouve qu'il y a très, très peu de croissance organique. De temps en temps, sur un petit projet, il faut vite aller le chercher avant que ça redescende. Mais voilà, il se tient bien, le Bitcoin. 35-45 000 depuis 4 mois avec tout ça. Il se tient même mieux que le marché des actions. Et c'est le marché le plus volatile. Donc, voilà. La seule différence, c'est qu'en 2017, quand il est monté de façon vertigineuse, le Bitcoin avait fait x20. Les gens, en 2018, on a paniqué, on a bégayé. Alors, c'est une bulle, on ne sait pas le temps que ça va durer. On a passé de recul sur le protocole Bitcoin. On revend tout. Là, la différence, c'est qu'on sait ce que c'est le protocole Bitcoin. On le comprend de mieux en mieux grâce aux métriques on-chain. Donc maintenant, autant on ne rachète pas parce qu'il y a trop d'incertitudes par rapport à tous les éléments que je vous ai donnés au niveau macro et géopolitique. On n'a pas envie de réinvestir à tout va. On préfère garder un peu de cash au cas où. Le au cas où, quand c'est une crise, c'est toujours au cas où. Le matelas, nos grands-parents, vous savez, le matelas de sécurité avec le bas de laine, ben là, c'est pareil. Nous, on a du cash, même en numérique, en stablecoin, mais on ne réinvestit pas tout de suite. Par contre, on ne les revend plus, nos bitcoins. C'est la grosse différence. Donc, en ce sens, on est en bear market parce qu'il ne se passe rien et la conjoncture actuelle est tellement inédite qu'on ne repasse pas l'action. Parce que c'est des volumes qui ont recréé un bull market. Ça passe que par là. Le regain des investisseurs a passé par du volume acheteur. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais aussi peu. Mais à l'inverse, le Bitcoin ne dégringole pas. Voilà pourquoi, en ce sens, pour moi, je vous donne une bonne nouvelle. Allez, on y va. Je vais partager mon écran pour mettre tout ça, pour illustrer tout ça en images. C'est parti. Allez, hop, on y va. Ça, je vais l'enlever ponctuellement, qu'on voit que mon écran. OK, super. Je me mets ici. Hop, allez, on va commencer sur TradingView. Allez, là, je me suis mis en mon sleeve. Ouais, ben je vais le reprendre, on peut commencer par là. Ça aussi, c'est toujours pour dézoomer. J'aime bien vous remontrer un petit peu dans quoi on a mis la pied, dans pourquoi, à titre personnel, j'accumule du Bitcoin depuis 2016. Parce que, regardez bien ce qui se passe, malgré les corrections, les drawdowns, les liquidations, les respirations, les crashs, appelez ça comme vous voulez, depuis qu'on peut trader le Bitcoin en 2011, en traçant une ligne de tendance, ben, c'est un actif qui ne fait que monter. On peut me dire ce qu'on veut.
ça ne fait que monter depuis plus de 10 ans. Le seul petit pic vendeur ici qui a dû casser un peu les lignes de tendance, mais de façon très ponctuelle, 24 heures, c'est le crash du Covid, parce que des crises sanitaires, heureusement, on n'en a pas tous les ans. Mais regardez, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut garder en ligne de mire aussi, quand parce que là, chaque unité de temps correspond à un mois. Hein. Là, je suis en monstrie sur les bougies. C'est ça qu'il faut regarder aussi quand ça pue ou quand on ne sait pas trop ce qui se passe à court terme. Ben voilà, ça aussi, c'est toujours important de le rappeler. Alors, la question qui revient souvent, alors je vais me remettre en journalier. Hein, ça, c'est pour les… Alors, OK. Voilà. On zoome un petit peu. Voilà, ça va être suffisant. OK. Alors, très rapidement, le marché crypto, il continue sa pente descendante. Hein, ici, hein, là, voilà, là, depuis, on a eu un gap, on a eu une belle sortie, une belle clôture weekly là, le 27 mars. On s'est dit, ça y est, c'est bon. Là, ici, là, je vais grossir encore un petit peu. Voilà. Voilà, là, on y voit mieux. Voilà, là, on avait une super clôture. On était sorti de cette résistance dans laquelle on était enfermé à 45 000 depuis le début de l'année, hein, depuis ici, là, depuis début janvier. En fait, on est entre 48 et 32. Je ne les compte même pas, les 32, c'est des matchs vendeuses, c'est des pics par rapport à des grosses news. En fait, on est entre 35 et 45 depuis 4 mois. Et là, on a eu une 27 mars, on a eu un breakout. Ça y est, on s'est dit, c'est génial. J'étais le premier à vous avoir fait un vocal. En plus, c'est une clôture weekly. Hein. Donc, on a fait une belle bougie. Regardez, elle est magnifique. Et puis finalement, voilà, on est de nouveau revenu tutoyer les 48 qu'il fallait de nouveau passer pour aller chercher les 50 et repartir sur une reprise haussière. C'est ce qu'on appelle un breakout, qu'on a évidemment fait. Mais donc, on est de nouveau, on s'est renfermé dans le range dans lequel on est depuis 4 mois. Donc, on appelle ça, hein, dans le jargon, c'est un boot trap en fait. Hein. Voilà. C'est un piège haussier qui n'a pas été franchi. Alors, le marché crypto, en fait, depuis cet événement-là, il continue de nouveau sa pente descendante, hein, depuis cette tentative vaine et avortée de fin mars, pour valider un retournement haussier. Mais la vraie question qui vaille, la dialectique que je vous ai posée tout à l'heure en préambule, c'est est-ce que cette glissade là qu'on a depuis donc, cette tentative avortée par le haut, est-ce que cette glissade que propose le marché crypto depuis quelques séances, d'ailleurs en corrélation avec les principaux indices boursiers, et c'est là-dessus que je vais mettre l'accent aujourd'hui, pour vous donner mon prisme de lecture par rapport à un éventuel bear market ou pourquoi en ce moment le Bitcoin il n'arrive pas à remonter. Ça peut s'expliquer avec le marché boursier classique, les indices et le dollar. Surtout le dollar aujourd'hui, je vais vous mettre l'accent là-dessus, puisque c'est une inversion analogique. Le Bitcoin est inversé au cours à la tendance du dollar. Donc le dollar n'a jamais été aussi fort. Donc le Bitcoin a du mal à percer à cause de ça. Je vous le montrerai dans un instant. En tout cas, voilà, est-ce que donc cette glissade qu'on a depuis quelques séances, est-ce qu'elle est donc en corrélation avec les principaux indices boursiers, hein, ça on le sait. Est-ce que c'est un retracement depuis les bonnes performances du marché crypto là, depuis là, à peu près, hein, depuis l'invasion ukrainienne le 24 février, voilà, on a eu des belles bougies qui se sont empilées aussi dans le bon sens ici. Donc, est-ce que c'est juste un retracement par rapport aux performances du marché crypto qui ont été bonnes depuis fin février, ou alors il s'agit toujours d'une figure latérale, hein, celle qu'on connaît ici depuis début janvier, 35-45, on n'en sort pas. Et là, est-ce que c'est donc un simple retracement ou donc une figure latérale qui se traduira par une résolution baissière par la suite? Voilà, donc casser ici les 35 pour repartir à la cave, comme on dit. La seule question, elle est là. Hein. Moi, je vous ai déjà donné un élément de réponse. Alors évidemment, ce n'est pas forcément la période la plus passionnante, hein. C'est une période qui est neutre, qui est flat. Cela fait partie des phases de marché, d'ailleurs, statistiquement. On sait que les phases sans tendance, parce que là, il n'y a pas de tendance, justement, hein, ni baissière ni haussière, les phases sans tendance sont évidemment les plus nombreuses, statistiquement. Donc, on peut retourner le graphique. Après, voilà, c'est là ce que je voulais vous dire aussi. On peut retourner le graphique dans tous les sens. On peut se focaliser sur ce qui peut confirmer notre biais psychologique, hein, bullish, bearish. Après, on peut faire dire, voilà, quelqu'un qui est bearish, il vous fera dire qu'il y a tous les éléments qui concordent à ce qu'on part vers le bas. Quelqu'un qui est bullish, il va toujours vous trouver un élément technique qui va nous faire dire, ouais, mais regardez, on est en accumulation comme en 2018 ou comme en 2020, ça va remonter pour ces raisons-là. Voilà, moi, je ne vous donne même pas quelle est la clôture idéale pour le Bitcoin, tout ça, ça ne m'intéresse pas là aujourd'hui. C'est de comprendre vraiment à moyen terme et même à long terme pourquoi il faut garder évidemment le cap et pourquoi il y a des bonnes nouvelles à l'inverse
Mais encore une fois, je vous disais, moi, c'est mon prisme de lecture. On est dans une forme de bear market actuellement. Donc, ça ne peut qu'être mieux. Et à l'inverse, je ne pense pas qu'on descende beaucoup plus bas. Parce qu'avec tout ce qu'on a traversé depuis début janvier, si on avait dû descendre plus bas, ça fait d'après moi longtemps qu'on l'aurait fait. Voilà. Surtout quand il n'y a pas de volume, comme en ce moment. Hein. Quand il n'y a pas de volume, les gens finissent par craquer et revendent leurs actifs et ça se retrouve tout en bas. Alors que là, on va le voir dans un instant. Les gens, la différence, c'est qu'ils ne rachètent plus de Bitcoin en ce moment, mais ils ne les revendent pas. Bon, en tout cas, ils en accumulent. La fondation Terra, justement, hein, qui veut baguer son stablecoin sur le Bitcoin, qui rachète beaucoup de Bitcoin, MicroStrategy, d'autres grands acteurs, eux, continuent d'en acheter parce qu'ils ont compris tout ça. Mais même ceux des plus petits comme vous et moi, même si on n'en rachète plus forcément, parce qu'on manque de visibilité, on ne les revend pas. Et c'est la grosse différence, encore une fois, avec 2017, où là, on avait tout revendu. J'étais le premier dans ce cas-là. Quelle erreur, quel feedback ça m'aura appris. J'ai revendu mes 4 bitcoins que j'avais acheté 500 $ l'année d'avant. Si j'avais gardé qu'une once de ces bitcoins-là aujourd'hui, j'aurais fait 1 x 50. Mais ça, c'est des vrais feedbacks correctifs. Hein. C'est des enseignements, c'est quand on perd de l'argent, surtout, c'est pas quand on en gagne. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, je crois que beaucoup de gens sont dans le même cas de figure que moi. Ils ne revendent plus leur bitcoin, même s'ils ne se jettent pas dessus à chaque repli pour en racheter. En tout cas, ils ne le revendent plus. Et c'est aussi pour ça que ça ne bouge plus, mais c'est une forme de bear market. Voilà, donc ça, c'est un petit peu là. Voilà, puis c'est vrai que la semaine dernière, il y avait pas mal de décisions aussi à surveiller, là, notamment la décision politique monétaire des banques centrales européennes. Qu'est-ce qu'il en est résulté? Que finalement, on ne va pas serrer la vis trop vite. Hein, on va y aller doucement. Donc, on va continuer quand même à imprimer. Voilà, il y a eu des propos très nuancés de Christine Lagarde. Bon, voilà, la relève des taux ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça, on l'avait bien compris. Donc, voilà, il y a eu cette décision-là qui a mis un peu en suspens l'envie d'acheter aussi sur les marchés. On a évidemment, il y a eu le début des résultats des publications trimestrielles. Comme là, on a fini le premier trimestre, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo maintenant. En fait, ça me semblait pertinent de la faire maintenant, hein, après le premier trimestre. Les clôtures trimestrielles, c'est peut-être les plus importantes. Hein. Voilà, donc les publications d'entreprises américaines, ça a mis aussi un peu en suspens l'engouement d'investir. Et puis surtout, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il faut noter également que la hausse du dollar, finalement, est généralement toujours un frein à l'ascension du Bitcoin. Et depuis la fin février, le cours de l'euro-dollar, notamment, ne cesse de diminuer. Et pour ça, bon, c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Alors, il y a ça aussi qui est intéressant. Hop, on y va très, très vite, évidemment. Alors, voilà, ça, c'est ce que je vais vous montrer aussi. On parle de corrélation. Ben voilà, en voilà une encore, ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce schéma? Alors, ça, c'est vous montrer en fait que le graphique nous montre ici la corrélation qu'il y a entre le Bitcoin et l'or. Le premier, là, qui est ici. Le Bitcoin et les actions, donc l'indice SP500. Là, c'est là où c'est le plus flagrant. Et là, ça, c'est encore une autre corrélation, c'est le taux à 10 ans US, hein, qui est corrélé avec le Bitcoin aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en dessous de zéro, tout ce qui est au-dessus de zéro, c'est qu'il y a une corrélation entre Bitcoin. Et là, on le voit bien, c'est que surtout depuis le crash du Covid ici, depuis le crash du Covid de mars 2020, on remarque que BTC devient en moyenne plus corrélé au marché boursier. Avec le resserrement de la Fed et une éventuelle récession en vue, le Bitcoin continue sa tendance plate et horizontale, ce que j'expliquais tout à l'heure techniquement, mais ça s'explique de façon macroéconomique. Toujours faire converger les 5 analyses. Analyse fondamentale, analyse technique, analyse de sentiment de marché, analyse de cycle et analyse des métriques on-chain. C'est tout ça qu'on va voir rapidement aujourd'hui pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas juste vous dire techniquement on en est là, ce n'est pas juste dire fondamentalement il y a des super nouvelles, donc c'est génial, il faut être bullish. Ce n'est pas juste vous dire on est cupide ou on est grid. Non, c'est tout ensemble qui vous permettra d'avoir un investissement de qualité. C'est de faire tout converger. Hein, ce n'est pas d'être juste trader en analyse graphique, ce n'est pas juste être un pro du fondamental, ce n'est pas juste regarder c'est cupide ou c'est greedy ou c'est fear, donc c'est bon, il faut acheter ou il faut vendre. Non, c'est tout. Et quand il y a une convergence avec les 5 analyses que je viens de vous citer, là, on a moins de chances de se tromper. C'est ça que je voulais vous montrer en fait aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas juste vous dire moi je sens que ça pue ou je sens que ça sent bon. Non, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis encore une fois, je ne suis pas agréé par l'AMF, croisez vos recherches aussi. Hein. Je ne vous dis pas ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas hop, il faut passer massivement à l'achat. Non, justement, on l'aura compris. Mais il ne faut pas non plus revendre dans la panique, parce que je pense que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, donc ce qu'il faut prendre en compte avec ce graphique, c'est qu'il faut surveiller de plus en plus le marché boursier, ce que je fais activement maintenant depuis le début de l'année. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ça, on l'enlève ponctuellement. Voilà, ici. Alors, je vais me remettre sur TradingView. Hop, là.
Et là, je vais me mettre sur l'euro-dollar déjà, hein, qu'on peut comparer, puisque l'euro, c'est celui qui est censé concurrencer le mieux le dollar. D'ailleurs, là, ça va être plus pertinent de se mettre en weekly. Hein. C'est toujours des grosses unités de temps, hein, qui permettent d'avoir une vision un peu plus long terme, qui est toujours plus pertinente. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les supports techniques haussiers ou baissiers en weekly, en monthly. Hein. En daily, c'est juste pour le trader à court terme. Donc là, regardez ce qui est. Là, il y a des niveaux clés. Hein. Là, si celui-ci cède, là, c'est l'euro-dollar. Hein. Donc l'euro face au dollar, on voit qu'il diminue sans arrêt depuis maintenant février. Ici. Hein. Donc, ici, à court terme, c'est ici, là, surtout que ça baisse. Voilà, donc là, on est en weekly. Donc là, regardez le niveau clé. Là, il est vraiment, alors là, les points de contact, ils sont vraiment légion. Si on vient à céder les 1,08, là, on est même à 1,07 au moment où je vous parle. On peut vite retomber encore plus bas. Hein, c'était ici à 1,04. Là. Et là, on peut même arriver, pourquoi pas, à la parité euro-dollar, hein, ce qui serait quand même assez inouï. Donc ça, c'est un premier frein à l'ascension du Bitcoin, mais je vais vous montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Voilà. Ça, c'est l'index du dollar face aux autres devises fiat. Donc, 50% des autres devises, c'est l'euro, hein, qui représente la majorité. Vous avez la livre sterling, le yen et le yuan. Voilà. C'est souvent les 4 devises qui s'opposent au dollar pour voir qui est le plus fort, hein, entre ces 4 devises-là et le dollar. Et regardez ce qui se passe. Et là, évidemment, ça ne cesse de monter. Mais on peut faire une corrélation en fait avec nos marchés crypto. Pourquoi d'ailleurs, vous savez que le Bitcoin, il a été créé pour être un rempart contre l'inflation galopante et contre les banques centrales. En fait, il a même pour but, hein, Satoshi Nakamoto avait pour but au départ en créant le Bitcoin, d'être une devise qui allait remplacer l'euro et le dollar. Et on voit que ça commence à fonctionner d'ailleurs, hein, dans certains États et dans certaines entreprises. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que quand le dollar se remet à monter, c'est pas bon. Le Bitcoin, par définition, il est inversé. Et ça s'explique, et vous allez voir pourquoi. Et effectivement, voilà, c'est paradoxal parce que le dollar, au sein même de son pays, aux États-Unis, il y a une inflation de 8,5% sur les 12 derniers mois. Vous enlevez encore une fois l'énergie et l'alimentation, et l'alimentaire, on est encore à 6,5% d'inflation. Et paradoxalement, au niveau mondial, il n'a jamais été aussi fort. Ce qui n'est pas bon d'ailleurs pour la dette des pays, hein, parce que du coup, ils doivent rendre des comptes en dollars. Et donc voilà, si le dollar il monte. Alors pourquoi? Regardez bien. Pourquoi je fais une analogie encore une fois avec. Alors là, le dollar est au plus haut, hein, l'index du dollar. Et là, c'est le début du bull run. Début du bull run en 2016, hein, fin décembre 2016. Pour l'avoir vécu d'intérieur, je peux vous dire que ça a vraiment démarré là. Regardez bien. Donc là, bull run, plein bull run de 2017. Et là, ici, regardez, presque à jour pour jour, fin du bull run du deuxième cycle aussi 2017-2018. Donc elle a démarré vraiment fin 2016. Et regardez bien, bear market et la remontée du dollar. Tout ça, c'est le bear market du cycle précédent. Hop, là, ici, qu'est-ce que c'est ce pic? C'est le Covid, 16-17 mars 2020. Là, qu'est-ce que c'est? Baisse du dollar. Gros bull run qu'on a connu pour la plupart d'entre nous ici, 2020 et 2021. Et regardez, là aussi, presque date à date, hein, mai 2021. Gros crash sur le Bitcoin. Hein. En une journée, il a perdu 50% de sa valeur. Et regardez depuis, c'est pour ça qu'on a beaucoup à penser quand on est aussi en bear market. À part, effectivement, c'est vrai qu'on a eu un pic de marché ici, d'ailleurs, le dollar avait rebaissé un petit peu. On a eu un pic du marché ici en fin d'année 2021. Mais regardez, en fait, depuis mai 2021, on est quelque part, d'ailleurs, on est en range. Hein. Si vous regardez bien en weekly, le Bitcoin et l'Ethereum ont la même valeur depuis un an. Alors que les projets, notamment Ethereum, ont considérablement progressé d'un point de vue fondamental. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi, indirect, d'une certaine façon, on est en bear market. Donc voilà, on continue la progression du dollar. Donc c'est ça qu'il faut aussi surveiller maintenant, parce que je vous montrais tout à l'heure, il y a une vraie corrélation, c'est les mêmes acteurs entre maintenant les marchés, les titres actions et les cryptos, donc c'est évidemment corrélé. Donc voilà, je voulais montrer cette analogie qui est assez intéressante, qu'on ne pense pas toujours à faire, mais en tout cas, sachez que si le dollar est fort, le Bitcoin l'est rarement en même temps. Hein. C'est même jamais arrivé pratiquement. Donc voilà, ça peut s'expliquer aussi comme ça en ce moment, indépendamment du contexte macro et géopolitique. Allez, ensuite, je vous fais alors à l'inverse, ce que je trouve intéressant maintenant qu'on a décrypté un point de vue technique, pourquoi c'est une forme de bear market d'après moi, c'est qu'en fait aussi, alors là, on va faire une analogie avec Glassnode. Alors, non, pardon, on va revenir ici. Je vais vous montrer Glassnode, hein, évidemment. Là, ça, c'est l'analyse métrique on-chain. Hein, c'est les 5 analyses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Glassnode en fait partie, ici. Et je vais essayer de mettre ça en perspective en même temps. Voilà. Donc là, c'est les phases de marché.
les phases de marché, c'est accumulation et distribution. Il n'y a pas à être plus nuancé, il y a que deux, enfin, il y a des périodes de transition comme ici, mais il y a ces deux équations, une dialectique, accumulation, distribution. Là, on peut faire l'analogie ici avec le Bitcoin dollar, hein. Comme je vous disais, là, on est plutôt en accumulation, et ça se vérifie sur Glassnode, que je vais vous montrer dans un instant. Qu'est-ce que ça veut dire accumulation? Regardez, c'est que les mains fortes achètent pendant que les mains faibles vendent, parce que c'est difficile en ce moment-là. Beaucoup de gens craquent s'ils ne sont pas accompagnés, comme on essaie de le faire avec Cryptophile. Et bien justement, les gens, au bout d'un moment, quand il ne se passe plus rien depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, ils finissent par craquer et par vouloir récupérer leur capital, et souvent en perte. Ben, c'est ça l'accumulation. Et à l'inverse, la distribution, c'est quand les mains fortes vendent et que les mains fortes et les mains faibles achètent. Puisque tout le monde parle du Bitcoin, c'est clair que tout le monde va se jeter dessus. Alors que c'est le contraire, hein. C'est évidemment, quand la foule achète, c'est là qu'il faut revendre. Et après, c'est la transition entre les deux, entre la distribution et l'accumulation à nouveau. Et là, regardez bien, on peut le faire analogie. Donc ici, hein, ça c'est les phases de marché d'un point de vue fondamental. Et puis on le retrouve techniquement sur le Bitcoin, hein, ici. Voilà. Donc là, évidemment, on pense qu'on est ici, hein, pour plein de raisons. Et puis là, ça peut se vérifier ici sur Glassnode. Là, regardez bien, on est ici. On est dans des phases d'accumulation les plus prononcées. Pardon. Pourquoi? Parce que regardez bien, tout ce qui est en vert, c'est quand les bitcoins sont sur les échangeurs. D'ailleurs, regardez bien, ça correspond. Hein. Juillet 2019, le bitcoin, il était remonté de 3 000 à 12 000 $. Donc là, oulala, un bitcoin qui est en force, les mains fortes, qu'est-ce qu'elles font? Elles le remettent en distribution sur les échangeurs pour le revendre. Regardez les derniers pics ici en vert, ben, c'était mai 2020, ce qu'on disait encore tout à l'heure. Et à l'inverse, ici, il y a eu un peu de sortie ici en distribution parce que c'était, voilà, il y a eu la peur avec la relève des taux et le conflit ukrainien, donc il y a des gens quand même qui ont revendu. Et avant, c'était le pic des marchés qu'on a eu en octobre-novembre. Donc là, à l'inverse, regardez bien, il n'y a jamais eu aussi peu de Bitcoin sur les échangeurs crypto. Hein. Donc là, les mains fortes, elles ne vont pas revendre du Bitcoin maintenant. Il n'a pas de puissance, pas de vitalité. Pourquoi le revendre maintenant? Au contraire, c'est une période pour en accumuler. Voilà, donc je vais vous montrer ça aussi, toujours important. Et puis fondamentalement, qu'est-ce qui s'est passé également? Il y a plusieurs news, hein, de l'adoption grandissante en fait ça aussi, je vous le remontre, hein, je le montre de temps en temps, par rapport au cycle d'adoption, ici. Voilà, hop, là. Voilà. Ça, je vous ai déjà montré à plusieurs reprises pour celles et ceux qui n'ont pas forcément vu précédemment. J'aime bien m'y attarder un petit peu quand même. Pourquoi le cycle d'adoption, fondamentalement, il se passe des choses géniales. Je vais vous donner quelques news, rien que sur une semaine, hein, pas sur les 3 derniers mois. Ce n'est pas des choses que j'ai dû regrouper en cherchant, en creusant. Non. Là, factuellement, rien que depuis une semaine, tout ce qui s'est passé, on ne le voit pas parce que le conflit ukrainien et puis les nouvelles macros qui ne sont pas très bonnes obscurcit la partie fondamentale blockchain qui est excellente. Voilà, rapidement, qu'est-ce que c'est? Le Bitcoin qui devient mainstream, donc qui devient grand public de plus en plus. La technologie blockchain est en train d'être adoptée massivement parce qu'on est ici. Comme tout cycle d'adoption, hein, vous savez, ça croît pour arriver finalement à une jonction, ici, à un carrefour. On pense que ça sera en 2025, au vu de l'adoption exponentielle de cette technologie blockchain. Donc, ça sera la foule, hein, 33% de la population mondiale qui adoptera le Bitcoin et la blockchain. Pour l'instant, on est ici. Les innovateurs, c'était les traders professionnels de 2011 à 2016. Les ingénieurs qui commençaient à s'intéresser à la blockchain. Moi, je peux même dire j'ai la gratitude de faire partie de cela, puisque j'ai l'information que j'ai prise, en tout cas en 2016. Là. Et là, maintenant, c'est nous. On pense même qu'en 2021, on était en termes d'utilisateurs, blockchain, c'était comparable à l'autre grande révolution avant la blockchain, qui était Internet, en nombre d'utilisateurs sur Internet en 1998. Et on pense que d'ici 4-5 ans, voire même 2025, ça sera comparable au nombre d'utilisateurs Internet en 2005. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Et là aussi, la capitalisation va se diluer parce qu'il y aura de plus en plus de monde. Donc, les rendements seront moins intéressants. Donc, on a 3-4 belles années encore devant nous, même si là, c'est flat. Comprenez et félicitons-nous aussi, on est les premiers adeptes, hein, quoi qu'on en dise. Voilà. Et puis, pourquoi je vous dis ça? Parce que rien que cette semaine, qu'est-ce qu'on a remarqué sur les news au niveau de l'adoption grandissante? Il y a un nouveau rapport Finbold qui indique qu'en moyenne, rien que sur le mois de mars 2022, 20 distributeurs de Bitcoin ont été installés chaque jour en mars 2022. 20 distributeurs. Alors évidemment, tous les États ne sont pas alignés de la même manière là-dessus, mais factuellement, 20 distributeurs par jour en moyenne en mars 2022. Ensuite, ça ne doit peut-être pas échapper, le constructeur Tesla, il s'associe avec 2 autres compagnies pour la construction au Texas d'une ferme de minage de BTC
qui sera uniquement alimenté par l'énergie solaire. Autre point factuel, BTC, c'est l'actif le plus acheté de manière récurrente et programmé en 2022, ce qu'on appelle le dollar cost average. Tous les mois, l'actif qui est le plus acheté de façon périodique et cyclique et récurrente, c'est le Bitcoin. Vous savez aussi qu'il y a eu une conférence à Miami qui était très attendue. D'ailleurs, je pensais que ça allait faire monter le cours de Bitcoin et ça n'a pas été le cas. Donc, c'est vous dire, même ça n'a pas redonné du regain de et de l'intérêt pour les investisseurs. En tout cas, le 6 avril, il y avait une conférence Bitcoin à Miami. Et qu'est-ce qu'on a? On a parmi pas mal de bonnes news, celle que j'ai retenue, c'est qu'il y avait 2 nouveaux territoires, après le Salvador, qui est le premier État à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Mais on en a 2 autres qui ont annoncé leur intérêt pour la plus grande crypto-monnaie. C'est Honduras et une région autonome du Portugal qui s'appelle Madère. Voilà, ça c'est rien que sur les 7 jours glissants. Il y en a encore d'autres. La première franchise aussi de football américain, j'avais trouvé ça intéressant de vous le rappeler, donc la NFL, qui va permettre l'utilisation du Bitcoin comme moyen de paiement. Voilà, et même si la période est difficile, nous sommes encore là, ici, rappelez-vous, les premiers adeptes. Donc gardez le cap, gardez ça à l'esprit. On sera évidemment les plus récompensés, puisqu'on prend l'adoption avant la foule. Ceux qui seront là, on ne rend pas les rendements qu'on a nous, parce que nous, on prend plus de risques, puisqu'on se met sur une technologie avant la plupart des gens. Donc, on prend plus de risques. Et c'est ceux qui prennent des risques qui sont évidemment récompensés. Je peux vous le dire, pour y être depuis 2016, ça a évidemment changé une partie de ma vie. Alors, je continue ici. Là, dernière chose, une autre analyse dont on parlait aussi, c'est le sentiment de marché. Là aussi, je vous montre un peu le fear and greed pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Je suppose que certains d'entre vous connaissent. Ici, voilà, Fear and Greed Index, vous pouvez revoir un petit peu. Tout ça, c'est dans la caisse à outils. Encore une fois, vous verrez, je vais passer du temps maintenant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Glassnode. Tous les outils qu'on propose sur la caisse à outils sur le site Cryptophile, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais en fait les analyser et vous les décrypter pour que vous puissiez mieux les utiliser. Voilà, comme ça, vous avez une caisse à outils qui est une mine, un vrai trésor, mais en plus, vous saurez les utiliser. Donc, la première vidéo, je l'ai faite la semaine dernière sur l'outil Messari. Là, j'en ferai une maintenant sur le Fear and Greed. J'en ferai sur Blockchain Center pour analyser les cycles aussi, les différentes saisonnalités dans les cycles haussiers de crypto. Là, je vous parlerai aussi évidemment de Glassnode, de Fear and Greed. Voilà. Tout ça, vous l'aurez aussi régulièrement maintenant sur les différentes vidéos que je ferai chaque semaine. Et le Fear and Greed, c'était bien de comprendre qu'en fait, dans les analyses où il faut faire converger, c'est le sentiment de marché, on appelle ça. Et qu'est-ce que c'est rapidement? Le Fear and Greed, c'est un indicateur qui tente d'évaluer le niveau de la peur sur le marché du Bitcoin. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il existait depuis peu. Et maintenant, il y a un Fear and Greed aussi pour Ethereum. C'est vous dire l'envergure que prend Ethereum. D'après moi, ce n'est même plus un altcoin. On pourrait comparer le Bitcoin et l'Ethereum comme les 2 métaux précieux, comme l'or et l'argent. Pour moi, ce n'est même plus un altcoin, l'Ethereum. C'est un actif à part entière. D'ailleurs, beaucoup de smart money s'intéressent même plus à l'Ethereum qu'au Bitcoin actuellement, parce qu'on sait que justement, quand on va complètement migrer en proof of stake sur l'Ethereum, il y aura une déflation incroyable. On va passer en termes d'inflation de 4% à 0,4%, puisqu'il y aura 90% d'émissions de terre en moins. Ils seront tous bloqués dans la blockchain. Ça sera un méga halving, en fait. Voyez-le comme ça. D'où l'intérêt aussi de nous envoyer des signaux de trading face à Ethereum. Voilà, donc le Fear and Greed, c'est ça. Il est calculé en fait sur une échelle de 0 à 100. Je vais vous montrer ça dans un instant. On va se mettre sur max pour avoir plus de recul. Et donc, de 0 à 100, la peur taux extrême, c'est 0, c'est ici. Et à l'inverse, la cupidité, là, donc le greedy, c'est 100, le maximum. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est de comprendre aussi plusieurs choses. C'est qu'en fait, le Fear and Greed, ces valeurs, alors comment elles sont obtenues, ces valeurs, justement? Oui, c'est un indicateur Fear and Greed, mais comment elles sont obtenues? Elles sont obtenues à partir d'un savant calcul qui mélange plusieurs données. La volatilité, 25%, les réseaux sociaux, 15%, le volume, 25%, des questionnaires, 15%, la dominance du Bitcoin, 10%, et les recherches sur Google, 10%. Voilà comment calculer en fait le Fear and Greed. Et là, ce qu'on peut voir, on n'est pas dans l'extrême peur, on l'a été encore récemment, en janvier, lors de l'annonce du conflit ukrainien. Mais là, on est à combien? Là, on est à 24. Voilà, à partir de 30, on rentre dans un seuil acceptable, disons. Sinon, effectivement, ici, au-delà à l'inverse, à partir de 70, là, c'est l'inverse. On est cupide, ça commence à puer. C'est tout ce qui est altcoin season. C'est là où il faut sortir du game. C'est là où tout le monde achète et que nous, on doit revendre. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Alors, pour vous montrer une analogie aussi, très rapidement ici, par exemple, le bottom de 2018, le point le plus bas du Bitcoin, il était à 3500 $. Et là, on était dans l'extrême peur.
À l'inverse, au top de 2019, on avait un Bitcoin ici à 12 000 $. C'est là qu'il fallait revendre, hein, quand justement on est cupide. Autre parallèle qu'on peut faire ici, par exemple, mars 2020, c'était quoi? Ben, c'était le bottom 2020, c'était la correction Covid, BTC à 3 000 $. Et à l'inverse, bull run de 2020-2021 ici, là, on va le retrouver ici, où là, évidemment, qu'est-ce qui s'était passé? Ben, on avait un Bitcoin à son plus haut, hein, et là, on est sur le bottom actuel. Alors ça, je ne vous dis pas qu'il fonctionne, mais à peu près. En plus, déjà, il y en a peu de recul, parce que c'est un outil qui existe que depuis 2018, pardon. Mais ce n'est pas pour un trader daily en intraday. C'est un indicateur qui est pertinent pour un investisseur qui souhaite investir sur du long terme et en DCA. Hein, régulièrement, si on fait converger ça avec l'analyse technique, l'analyse fondamentale, je vous ai parlé tout à l'heure, TradingView pour l'analyse technique, Glassnode qui nous dit aussi qu'on accumule plutôt qu'on distribue, et bien, si on fait converger tout ça en même temps, on a moins de chances de se tromper. Voilà un petit peu techniquement les plusieurs analyses qu'on peut faire converger pour savoir exactement où on en est d'après moi aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On reste connecté pour la suite et encore une fois, je vous souhaite une très, très belle semaine.